Alors, dans la glycolyse, j'ai produit deux pyruvates. Quel est leur devenir? Maintenant, faites attention. Il y a plusieurs situations. Si je vous dis en présence d'oxygène, toujours, la chaîne respiratoire et le cycle de Krebs fonctionnent. Alors, la formule de pyruvate, il va subir une décarboxylation oxydative. Quand vous entendez oxydative, il y a soit NAD ou FAD toujours. Décarboxylation, c'est-à-dire départ de CO2, sortie de CO2. Écoutez-moi bien. Le pyruvate peut traverser la membrane mitochondriale. Il peut traverser la cellule. Le pyruvate possède son propre pore. Il va subir une décarboxylation oxydative en présence de coenzyme A pour former de l'acétyl-CoA. Donc, voici le pyruvate. Voici ces CO2 qui vont partir, ainsi que ces deux protons qui vont être captés par le NAD pour former NADH+. Et l'acétyl-CoA qui est resté, il va se fixer sur le coenzyme A. C'est ce que j'obtiens. J'obtiens le coenzyme A. Toute cette opération-là se passe à l'intérieur de la cellule, donc proche du cycle de Krebs, proche à la chaîne respiratoire. C'est au niveau de la matrice mitochondriale qui se passe cette opération-là. Donc, les deux pyruvates subissent une décarboxylation oxydative, départ de CO2, formation de NADH+, et formation de l'acétyl-CoA. Voici l'acétyl accroché sur le CoA. N'oubliez pas, tout est multiplié par 2. 2 acétyl-CoA, 2 NADH+, 2 CO2. L'enzyme qui assure cette opération, c'est la pyruvate déshydrogénase. Maintenant, on va passer au calcul du bilan énergétique de la dégradation totale d'une molécule de glucose. Dans le métabolisme, vous aurez deux grandes parties. La première, c'est toujours le calcul du bilan énergétique. Ce calcul se fait en présence d'oxygène, en absence d'oxygène, en absence et en présence d'inhibiteurs. Et on va faire aussi la perturbation, la régulation, l'action des enzymes, interprétation, raisonnement, synthèse. On commence par le bilan énergétique de la dégradation totale d'une molécule de glucose. Écoutez-moi bien. Au niveau de la glycolyse, on a produit 2 ATP, 2 NADH+, et 2 pyruvates. Pourquoi ici j'ai 2 ATP, alors que dans la deuxième phase, on a produit 4 ATP, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas que dans la phase 1, on a consommé 2 ATP. Donc, 4 moins 2, ça me reste 2. C'est pour ça que j'ai mis ici directement 2. C'est le bilan final de la glycolyse. Après, les deux pyruvates entrent dans la cellule et entrent dans la matrice mitochondriale pour qu'ils soient proches du cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Ils vont se transformer en 2 acétyl-CoA par décarboxylation oxydative avec formation de 2 NADH+. Après les 2 acétyl-CoA qui ont été produits, ils vont alimenter le cycle de Krebs. La dernière fois, on a calculé qu'un acétyl-CoA me donne 12 ATP. Comme j'ai 2 acétyl-CoA, donc je vais avoir 24 ATP. Ces 24 ATP sont arrivés du cycle de Krebs et la chaîne respiratoire. Le total, j'ai ici 2 ATP, plus 2 fois 3, ça me fait 6. Et ici, 2 fois 12, ça me fait 24. Et 2 fois 3, ça me fait 6. Donc, au total, j'ai 38 ATP par glucose. Il faut préciser 38 ATP par glucose. Si j'utilise la navette malate aspartate, attention. N'oubliez pas ici que j'ai les 2 NADH+, qui ont été produits dans la glycolyse. La glycolyse se déroule au niveau du cytosol, n'est-ce pas? Donc, les 2 NADH+, ils ont été formés au niveau du cytosol. Ils ne peuvent pas céder leurs protons-électrons à la chaîne respiratoire, parce qu'ils sont loin. La membrane ne laisse pas passer n'importe quoi, donc il me faut un système de navettes. On avait vu les deux types de navettes, la navette malate aspartate et la navette glycérol-phosphate. On a dit que la navette malate aspartate permet de produire 3 ATP. Donc, je peux permettre de multiplier ici 2 par 3, ça me donne 6. C'est pour ça que j'ai obtenu ici 38 ATP. Si j'avais utilisé la navette glycérol-phosphate, j'aurais mis ici 2 fois 2 ATP. Donc, je vais avoir 36 ATP. On trouve la navette glycérol-phosphate dans les cellules nerveuses et les muscles squelettiques. Donc,
dans ces endroits que je vais trouver 36 ATP pour la dégradation du glucose. Mais dans toutes les autres cellules, c'est la navette malate aspartate qui existe. Donc, on se casse pas la tête. C'est 38 ATP. Quel est le deuxième devenir du pyruvate? Formation de l'oxaloacétate. L'oxaloacétate, c'est l'intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, cette réaction va alimenter le cycle de Krebs en oxaloacétate. Comment est produit cet oxaloacétate? Très facile, c'est l'inverse de l'autre. Vous savez que le pyruvate en acétyl-CoA, c'est une décarboxylation oxydative, n'est-ce pas? La réaction de la formation de l'oxaloacétate, c'est une carboxylation avec consommation d'ATP. Donc, j'ai le pyruvate, un composé de 3 carbones, il va subir une carboxylation, me donne un composé à 4 carbones, qui est l'oxaloacétate avec consommation d'énergie. Donc là, j'ai consommé un ATP. L'intérêt de cette réaction est d'alimenter le cycle de Krebs en oxaloacétate. Deuxièmement, cet oxaloacétate est produit pour être utilisé par une deuxième voie métabolique qui est la neoglycogénèse. L'enzyme ici, c'est la pyruvate carboxylase. On a vu en présence d'oxygène. Maintenant, on passe en absence d'oxygène. Le pyruvate va subir une réaction d'oxydoréduction, une déshydrogénation et sera transformé en lactate. Pyruvate plus NADH+, donc du lactate et régénération du NAD+. La réaction est réversible. L'enzyme est la lactate déshydrogénase. Maintenant, si je vous dis calculer le bilan énergétique de la dégradation totale en absence d'oxygène du glucose, combien d'ATP sont produits? Très bien, il n'y aura que les 2 ATP de la glycolyse qui seront catabolisés. Parce qu'en absence d'oxygène, il n'y aura pas de décarboxylation du pyruvate en acétyl-CoA. Il n'y aura pas de cycle de Krebs. Il n'y aura pas de chaîne respiratoire. Il n'y a pas d'oxygène, donc la chaîne respiratoire s'arrête. Le cycle de Krebs s'arrête aussi. Ces 2 ATP vont arriver de la glycolyse. Plus précisément, ils arrivent de la phosphorylation au niveau des substrats. C'est les composés à haut potentiel d'hydrolyse qui sont le 1,3-bisphosphoglycérate et le phosphoénol pyruvate. Attention à apprendre par cœur parce qu'ils sont la base de métabolisme. En présence d'oxygène, il y a de l'ATP qui est produit. Mais s'il y a un accident quelconque, ou par exemple il y a des cellules qui ne possèdent pas de noyau, qui n'ont pas de mitochondries comme les globules rouges, tout simplement, s'il y a un problème au niveau de la respiration de l'oxygène, de la chaîne respiratoire, cycle de Krebs, l'organisme continue à produire de l'ATP. Il va produire 2 ATP, c'est acceptable. C'est une quantité minimale par rapport à 38 ou 36 ATP, mais il y a toujours de l'ATP qui sont produites. Imaginez si on n'avait pas de la fermentation lactique, on n'a que l'oxygène. Si je mets un inhibiteur, il n'y aura pas chaîne respiratoire, il n'y aura pas cycle de Krebs, c'est fini, mort cellulaire. Mais il y a une issue. Si en absence d'oxygène, la fermentation lactique peut jouer son rôle avec production de 2 ATP. Et cette énergie-là est suffisante pour permettre à l'individu de vivre. Aussi, c'est un moyen de régénérer ses NADH+. Souvenez-vous des NADH+, qui sont produits dans la glycolyse. Ils sont chargés en protons et électrons, n'est-ce pas? Le rôle des NADH+, du cytosol vont céder leurs protons et électrons à l'un des 2 navettes qu'elle va donner à la chaîne respiratoire. Après, ils vont devenir sous forme de NAD+, et vont chercher autres électrons-protons. Cette régénération est un moyen pour régénérer les NADH+, et faire fonctionner la glycolyse. Comme ça, ma glycolyse n'arrête pas. J'aurai toujours du pyruvate, du lactate et 2 ATP. Chez les bactéries ou les levures par exemple, n'ont pas la fermentation lactique. Ils ont la fermentation alcoolique. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir le lactate, on obtient de l'éthanol.